Voilà. Donc super, dernier webinaire de cette deuxième journée du Festival du Solstice de la deuxième édition. Donc j'ai vraiment le plaisir de retrouver Aurore Larcher qui est auteure conférencière et hypnothérapeute. Donc je vais, lui céder la parole. Je me disais que c'était important de refaire un point entre ce qu'on appelle la conscience éveillée et puis les moments de crise. Donc, je vais parler un peu de psychologie, je vais parler de philosophie, je vais parler d'éveil de conscience, mais tout ça, ça a des liens subtils qui nous permettent aujourd'hui de comprendre le chemin qu'on est en train de traverser et surtout les travers dans lesquels on peut tomber dans ces moments de crise assez compliqués. Voilà. Donc, en tout premier lieu, je voulais faire un point avec vous qui est sur qu'est-ce que la conscience éveillée en fait? Qu'est-ce que l'éveil de la conscience? Alors, l'éveil de la conscience, finalement, c'est s'éveiller à devenir soi. Alors, il y en a beaucoup qui confondent l'éveil de la conscience avec finalement le fait d'être, je dirais, d'avoir une forme de don, hein, de capacité un peu particulière. Et quand ça leur arrive, c'est-à-dire quand ils ont eu une connexion au tout ou qu'ils ont une forme de capacité ou d'intuition plus importante, ils s'arrêtent là en se disant ben, moi je suis éveillée donc du coup tout va bien, j'ai pas besoin de poursuivre le chemin. Or, de ce que j'observe, de ce que je vois, de ce que j'ai écrit aussi. En fait, la conscience éveillée, c'est pas ça. C'est à partir du moment où on a eu cette connexion, puisque cette connexion, elle arrive à plusieurs personnes et tant mieux, je dirais. Hein, plus il y a des gens qui se connectent à cette énergie-là, ben mieux on se porte. Cependant, cette connexion-là, elle veut simplement dire deviens qui tu es et on te met sur ce chemin de devenir qui tu es. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on a eu la chance d'avoir cet éveil de conscience, on a un cheminement à faire parce que l'ego est toujours présent. Il est présent de manière insidieuse, de manière, enfin, il fait partie de nous en fait. L'ego, c'est notre partie activiant qui a envie de réussir, qui a envie d'être présent, qui a envie de se montrer, etc. Donc, devenir ce que l'on est, et dans sa pureté d'âme, hein, c'est finalement, retirer tout cet aspect égotique que nous avons, et c'est pas si simple. Et même pour des personnes éveillées, hein, qui ont des connexions et qui ont des connexions souvent, régulières, on peut être amené à refaire sa rencontre avec son ego. L'ego, c'est un masque. Un peu comme d'ailleurs finalement, pendant cette crise, du covid, on porte tous des masques, c'est marrant, hein, cette analogie-là, elle est très, très symbolique de la vie actuelle. C'est-à-dire on porte tous des masques et dans cette crise, du covid, les peurs se sont réveillées enfin, il y a pas très longtemps, j'ai mis d'ailleurs une vidéo sur vacciner ou pas vacciner parce que les peurs se réveillent tellement que, bah, les gens vont se faire vacciner, d'autres, ne veulent surtout pas se faire vacciner. Ce que j'explique, c'est que c'est pas ça l'important. L'important, c'est je décide de me faire vacciner ou je décide de ne pas me faire vacciner, mais cela n'a aucun impact sur l'autre. Je ne vais pas juger l'autre parce qu'il se fait vacciner ou pas. Je vais faire mon chemin avec mes propres choix et je vais accepter l'autre. Et dans les symboles ancestraux, les anciens sages nous ont laissé ces symboles-là pour nous expliquer que l'important, c'est le non-jugement de l'autre. Et moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que des gens qui sont dans l'éveil et donc dans normalement la compréhension de toutes ces choses-là ne respectent pas les choix des autres. Donc, je faisais l'analogie avec la courbe de deuil. Parce que tu sais, la courbe de deuil, c'est très simple, hein, il y a un choc, il arrive et puis après, il y a tout un tas de mécanismes qui se mettent en place.
Ces mécanismes qui se mettent en place sont des mécanismes qui sont automatiques et qui marchent pour tout le monde. Sauf qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que la plupart des gens sont dans la colère, en fait. La colère, c'est l'ego, hein. Je veux dire, là, on est clairement dans l'ego. Mais la sagesse, c'est pas ça. La sagesse, c'est j'accepte d'être dans ce monde et de ne pas juger l'autre. Parce que le monde est compliqué, certes, mais il est important, pendant ces temps de crise, de prendre de la hauteur par rapport à beaucoup de sujets. Alors, qu'est-ce que ça veut dire prendre de la hauteur? Ça veut dire maintenir sa conscience éveillée. Donc, maintenir ce chemin de nous-mêmes. La vie extérieure ne dépend pas de nous. La vie extérieure et tout ce qui se passe dans le monde, nous ne pourrons jamais agir dessus. Ça, c'est les aléas de la vie, ça se passe, c'est comme ça. Nous, on n'a qu'à s'adapter, à savoir ce qui est le mieux pour nous. Et le mieux pour nous, c'est ce qui nous met en joie. C'est ce qui nous apporte du bonheur. C'est ce qui nous apporte le fait de se sentir heureux et bien. Donc, faire de la crise une opportunité pour éveiller sa conscience, c'est vraiment regarder le monde autrement et prendre de la hauteur par rapport à ce qu'il se passe. En se recentrant sur le moment présent, sur ce que l'on vit, sur ce que l'on vit aujourd'hui en Martinique ou ailleurs, et en se disant, mais finalement, ce que je vis, mais là, autour de moi, tout va bien, tout est calme, tout est bien. C'est ça, en fait, être en conscience éveillée. C'est être dans ce cheminement positif. Alors, qu'est-ce que c'est aussi? C'est la sensation, ceux qui ont eu un éveil de conscience et qui le sont encore, qui ont éveillé leur conscience, ils ont cette sensation, en tout cas pour moi c'est comme ça, de ne faire qu'un avec tout. Donc de ne faire qu'un avec une plante, avec tout ce qui est vivant en fait, hein, un arbre, etc. Donc c'est maintenir ce lien avec la nature, avec ce qui nous entoure, avec le ciel, avec la lune, avec maintenir ce lien du tout pour se sentir bien, se sentir inclus dans ce un. Et ça, quand on est dans la colère, quand on est dans le jugement, quand on est dans toutes ces problématiques de passion exacerbée, on ne peut pas être dans le un. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans le un, on est dans le un, mais l'ego, dans son ego. Voilà. Donc c'est important, enfin en tout cas pour moi c'était important de vous expliquer un petit peu le cheminement de cette conscience éveillée et de cette possibilité de continuer à éveiller sa conscience et de sortir de ces schémas qui sont des schémas, vous savez, de roues négatives en fait, hein. Et il faut se sortir de ça. La conscience éveillée, c'est aussi un chemin de sagesse, un chemin où on va devoir beaucoup travailler sur soi. Moi, bon, j'écris hein, dans mon livre qui s'appelle La conscience éveillée, justement, que j'ai eu un éveil de conscience fulgurant et en fait, la vie m'amène tous les jours, toutes les semaines, me remet dans la bonne direction si je prends la mauvaise direction. Donc, j'ai bien compris que la conscience éveillée, c'est revenir à l'intérieur de moi et puis m'observer, observer ce que je suis, prendre toujours de la hauteur pour justement euh, sortir de cette mouvance et cette spirale négative de, du vaccin, des problématiques de Covid, des problématiques de, je ne peux plus faire ci alors que avant je pouvais ou d'emploi et cetera. Bien que je comprenne tout à fait que, c'est extrêmement compliqué pour les gens qui n'ont pas d'emploi, qui ont perdu leur emploi et je pense qu'effectivement là on est dans des choses extrêmement compliquées. Mais là, je vais vraiment focaliser sur l'éveil de conscience. Qu'est-ce que les anciens nous ont dit? Alors ça, je l'explique à travers mon livre et je vais juste raconter une petite histoire, l'histoire d'Isis et d'Osiris, qui va bien vous montrer un petit peu le cheminement de l'apprenti éveillé et qui va bien vous montrer à quel point cette expérience de Covid que l'on vit aujourd'hui est un test. Et reste à savoir si on va faire ce test, si on va passer le cap de ce test.
Et ce que je constate aujourd'hui, il y a des gens qui le passent bien sûr, mais j'en vois d'autres qui sont pourtant des gens qui sont plutôt éveillés de manière générale, mais qui ne passent pas le test, qui restent coincés dans des schémas de croyances limitantes. Alors, qu'est-ce que nous disent les anciennes civilisations? Par exemple, on a Isis et Osiris, c'était il y a des milliers d'années hein, en Égypte. Osiris était un roi égyptien. Qu'est-ce qui s'est passé? On va considérer que Osiris, c'est notre partie yang, notre partie très active, notre partie euh, toujours en mouvement. D'ailleurs, l'ego est rattaché à cette partie yang, hein, cette partie qui veut toujours y arriver. Il est marié à Isis. Isis, c'est la magicienne. Elle est mariée à Osiris et elle, c'est la magicienne. Elle est toujours en retrait, toujours derrière. Et elle, donc, cette partie yin, c'est la partie inconsciente de nous-mêmes. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est la partie inconsciente de nous-mêmes. Alors, comment ça se passe dans l'histoire? Osiris va se faire tuer par son frère Seth, qui représente l'ego. Son frère va le découper en plusieurs morceaux et il va faire tomber tous les morceaux dans le Nil. Isis, donc la partie yin de nous-mêmes, hein, la partie inconsciente, celle qui sait, je dirais même l'âme peut-être, hein, va récupérer l'ensemble des morceaux d'Osiris, pardon, et va les reconstituer. En les reconstituant, grâce à sa magie, elle va créer Horus, qui est un dieu, mais surtout, elle va faire en sorte qu'Osiris devienne un dieu lui-même. Donc, elle va reconstituer l'intégralité du corps d'Osiris, le rassembler, le réparer et va faire en sorte que ce soit un dieu. Donc là, on a bien notre partie yang et notre partie yin. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, on peut retourner dans des anciennes traditions chamaniques qui sont finalement les chamans qui vont chercher les morceaux d'âme de chaque être hein, pour les guérir, puisque c'était des hommes médecins. Donc, pour aller guérir les personnes, ils vont chercher les morceaux d'âme pour reconstituer la personne. Donc, en fait, ils vont chercher les blessures des personnes. Donc, les chamans vont chercher les blessures, ils vont rassembler les morceaux pour que la personne puisse se retrouver dans son âme entière. Eh bien, la crise, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, alors j'ai du mal parce que je tiens mon téléphone avec une main, c'est-à-dire que Oui. finalement, on a une partie en soi, on a le yang, donc notre partie active, qui veut toujours y arriver, hein, parce que à chaque fois qu'on est dans l'ego, on se perd. Hein. À chaque fois que cet l'ego vient essayer de nous tuer, hein, de faire en sorte qu'on ne soit pas nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on soit vraiment dans un milieu plutôt arriviste, finalement, on va détacher nos morceaux d'âme et on va se séparer d'eux. Et que va faire Isis? Donc notre partie inconsciente, notre partie yin, notre âme, va vouloir rassembler tous ces morceaux. Mais ça ne se passe pas comme ça, parce que là, l'histoire, elle est très rapide. Ce que je vous ai raconté, c'est très rapide. Mais les anciennes civilisations enseignaient ça au peuple. Donc, ils enseignaient le fait que quand il y a des problèmes, que l'ego est présent et que l'ego cherche à tuer notre être, notre yin va devoir travailler d'arrache-pied pour pouvoir rassembler les morceaux épars de nous-mêmes. Eh bien, quand on est en situation de crise, comme aujourd'hui, alors, ce qui est assez curieux, c'est que ces enseignements des anciennes civilisations ont été repris en philosophie, chez les bouddhistes, chez les chrétiens et dans plusieurs religions, et même dans la psychologie. Et ce qui est incroyable, c'est que finalement, quand on est dans une période de crise, on se retrouve avec cet ego qui va prendre le devant, qui va amener de la colère, qui va amener du ressentiment, qui va amener du jugement de l'autre, qui va amener le fait de devoir se justifier de nos propres idées. Et tout ça, c'est l'ego.
Donc, il va séparer notre âme. Donc, quand on est dans des colères comme ça, quand on est dans des jugements de l'autre, pendant les crises, parce que c'est ce qui se passe, on se sépare de notre âme. On se sépare de notre conscience la plus éveillée. Alors, comment ça se passe? Eh bien, justement, là, quand on est en conscience éveillée et que l'on a déjà vécu cette conscience éveillée, ou même quand on ne l'a pas vécu, le premier travail à faire, c'est de... alors, attendez, je vais remettre mon petit papier. C'est de retrouver l'union à l'intérieur de nous. C'est-à-dire retrouver, il faut que notre part d'âme puisse récupérer son yang, mais pas son yang égoïque, enfin, pas la partie égo du yang, c'est-à-dire la part active, mais la part saine, la part pure. Et pour ça, ça va être compliqué parce qu'il va falloir aller chercher plusieurs morceaux. Parce que clairement, quand il y a des luttes comme ça, c'est que non seulement vous êtes dans l'ego, mais qu'en plus, vous êtes dans des blessures profondes. Donc là, on va chercher la blessure. Mais on peut parler de la liberté, parce que c'est la quête de tout le monde, cette liberté. C'est finalement, moi, je veux exister et être libre. Et c'est un peu la problématique du moment. Privation de liberté pour tout le monde, hein. Donc, bon, même si là, on est en train un peu de sortir de ces schémas. Euh, alors, c'est quoi la liberté? La liberté, en tout cas, c'est comme ça, moi, que je la vois, hein, et c'est comme ça d'ailleurs qu'elle est décrite aussi dans les sagesses ancestrales. La liberté, c'est cette capacité à se sentir libre intérieurement, à tout endroit et à tout moment. Il y a des enfants qui vivent, par exemple, en Afrique avec pas grand-chose et qui sont libres parce que intérieurement, ils sont dans la joie. La liberté, pour moi, c'est fondamentalement une liberté intérieure. Et la liberté, c'est donc se détacher de l'ego. C'est travailler sur son ego et travailler sur soi pour se sentir libre, peu importe où on est et peu importe ce que l'on fait. Là, on rentre dans une conscience éveillée beaucoup plus sage. Donc le chemin, ça va être quoi? Ça va être sortir des croyances limitantes. Ça va être, je suis en période de crise, je ne suis pas content, je suis énervé, je veux que tout le monde fasse comme moi et que tout le monde pense comme moi, etc. Pourquoi? Pourquoi mon ego est si présent? Pourquoi j'ai besoin autant de me justifier, de vouloir que les autres pensent comme moi? Eh bien là, tout simplement, il faut aller chercher à l'intérieur de soi. Quel manque de reconnaissance je n'ai pas eu à un moment donné pour pouvoir avoir ce besoin de justifier mes choix? Parce que dans les faits, on peut très bien se dire, moi, je fais tel choix. Par exemple, quelqu'un peut dire, moi, mon choix, c'est d'aller vivre quelque part en Martinique, dans une hutte, euh, en plein milieu de la forêt, et je suis très heureux comme ça. Mais c'est très bien. Et il n'y a pas de jugement à avoir sur ce genre de choses. Donc, en fait, et si cette personne-là le vit bien et est heureux ou heureuse, il n'y a pas de question à se poser. Elle reste dans son éveil à elle, dans sa conscience à elle. Voyez? Donc pour moi, les crises, c'est effectivement l'ego qui se révèle et qui entrave notre liberté intérieure. Et notre fameuse liberté intérieure, elle est simplement dans la quête de sa propre justesse à soi. C'est-à-dire, il peut y avoir plein de bruit autour de moi, il peut se passer plein de choses autour de moi, mais moi, je suis là et je suis bien. C'est que finalement, ces symboles, on les retrouve en Égypte, on les retrouve en Chine, en Europe. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des milliers d'années, ils avaient déjà bien conscience de tout ça. Alors, on le transforme maintenant en psychologie, hein. Maintenant, on fait de la psychologie, on fait de la philosophie.
Donc il y a des enseignements qui passent par là, mais les enseignements profonds, d'ailleurs duquel ont été tirés finalement tous ces courants philosophiques et psychologiques, ils viennent des symboles ancestraux, hein, parce qu'eux, ils avaient déjà tout compris en fait. Donc c'est intéressant. Ces symboles, pourquoi ils les ont mis sous forme de symboles? Mais tout simplement pour éviter aux êtres humains de parler de certains sujets et de faire en sorte qu'ils soient en lutte. Au moins, le symbole est là et chacun y prend ce qu'il doit y prendre. Donc, c'est extrêmement important, en fait, parce que finalement, ces anciens, qui étaient vraiment des grands sages, ont préféré nous laisser des symboles avec des mots-clés, avec des compréhensions personnelles qui nous permettent, nous, de faire notre propre chemin. Par contre, ils sont tous d'accord sur beaucoup de choses. Ils sont tous d'accord, et d'ailleurs la psychologie, la philosophie a repris tout cela, hein. C'était inscrit il y a des milliers d'années, mais il y a beaucoup de gens très intelligents qui ont repris tous ces préceptes-là. Ils sont d'accord sur le fait qu'il faut sortir des croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est les schémas sociaux, les schémas d'éducation et les schémas de blessures que l'on peut avoir. Alors, quand je dis sortir, ça ne veut pas dire sortir de la société ou aller ou sortir de son éducation en faisant la tête à ses parents, hein. C'est sortir de ces schémas-là pour se construire soi-même, c'est-à-dire se dire, mais finalement, se poser la question, mais finalement, heu, moi, ce que je veux, moi, au fond de moi et ce que je suis, ne correspond pas du tout à ce que les autres prônent ou font. Mais en fait, je m'en fiche. C'est pas grave, c'est moi. Et en fait, ça me rend heureux d'être comme ça. Ça me rend heureux de vivre comme ça. Alors, peu importe ce que pensent les autres, d'ailleurs, je ne vais pas me justifier, je ne vais pas essayer de convaincre, je vais juste vivre ce que j'ai à vivre. Et il n'y a pas de limite à cela. D'ailleurs, dans l'éveil de conscience, dans justement ces accès à des choses particulières, hein, comme les intuitions suprêmes ou alors les prémonitions, etc. En fait, c'est aussi une question de croyance limitante. Si on se dit, mais bien sûr qu'on peut avoir des prémonitions, puisque l'être humain est fait comme ça, ah ben, les choses arrivent. Moi, quand je me mets à méditer, je me pose aucune question. D'ailleurs, en fait, je m'en fiche, hein, de savoir si je dois développer quelque chose. Je n'ai pas du tout cette problématique-là. Mais par contre, je me laisse ouverte à tout ce qui se passe. Je sais qu'il y a quelque chose. Je sais maintenant qu'il y a quelque chose. Ça vient, ça vient, ça vient pas, ça vient pas. Mais je n'ai aucune croyance limitante sur le sujet. C'est-à-dire, je ne me limite pas. Heu, peu importe ce qui va arriver, j'ai confiance, vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose d'important, travailler sur les croyances limitantes. Ensuite, travailler dans ces moments de crise sur l'ego. Par exemple, heu, je vois quelque chose à la radio ou à la télé, je suis profondément heurtée par ce qu'il se passe. À partir du moment où je suis profondément heurtée par ce qu'il se passe, c'est que mon ego est à l'action. Donc là, il faut, à ce moment-là, entendre son ego, partager, échanger avec lui, lui dire: «Mais bon, OK, tu es heurté par ce qu'il se passe à la télévision ou sur les radios, bon, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça va chercher chez toi? Est-ce que c'est ton manque de liberté? Est-ce que c'est ton manque de reconnaissance? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça touche profondément? Par rapport à ton éducation, par rapport à tes enseignements sociaux ou sociétaux?» Mais c'est très important de discuter avec son ego. Extrêmement important. Je me suis retrouvée, moi, il y a pas très, très longtemps, dans une situation où, j'ai vu mon ego, ressortir. Ça faisait longtemps que j'avais pas, sorti mon «CV» entre guillemets à quelqu'un et là, je me suis sentie obligée de le sortir parce que je sentais que la personne, elle était, bon et je me suis observée le dire et après je me suis posé la question toute la soirée à me dire: «Mais qu'est-ce que ça a touché chez moi?»
hein. C'était quoi? C'était un manque de reconnaissance? Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de moi pour que j'ai pu avoir cette émotion, d'être obligée de justifier qui je suis? Donc ça, c'est quelque chose qui est important quand on est dans des crises et qu'on doit dire: «C'est comme ça que ça doit être, c'est pas autrement» et le problème, c'est que l'ego peut être tellement important qu'il peut conduire à des guerres, hein, ou à des énormes crises sociales. Donc la conscience éveillée et poursuivre un chemin de conscience éveillée, c'est sortir de cet ego. Donc c'est travailler avec lui, le comprendre, l'entendre. C'est aussi avoir du discernement. Chaque crise, on sait très bien, même les bouddhistes le disent, d'ailleurs, tout le monde a déjà vérifié ça depuis des milliers d'années, tout est cyclique. On sait aujourd'hui, depuis le début de la crise du Covid, si on a un peu de discernement, que à un moment donné, ça va s'arrêter, que ça n'est qu'un passage et que ce passage-là, il va s'arrêter. Alors oui, certes, à l'échelle de notre temps, à nous, ça nous paraît extrêmement long. Après, si on regarde à une autre échelle de temps, finalement, c'est peut-être très court. Mais en tout cas, à l'échelle de notre temps, à nous, ça nous paraît extrêmement long. Mais il faut avoir ce discernement-là, de se dire, bon, ok, là, je suis dans ce moment, c'est pas cool, mais ça va passer. Il faut toujours l'avoir en tête. Donc, je ne vais pas vivre jusqu'à la fin de mes jours dans ce moment de crise. Je vais m'en sortir. Ça va évoluer. Ça va changer. Ça, c'est important. Et ce qui est important aussi, c'est de lâcher prise, c'est-à-dire se rendre disponible. Quand on est dans une situation de crise ou qu'on est dans un environnement compliqué, aujourd'hui, c'est sûr, quand on regarde la télé et qu'on regarde les nouvelles, enfin là, c'est un petit peu mieux, mais c'est catastrophique. De toute manière, les nouvelles, on sait que c'est catastrophique. De toute façon, c'est toujours catastrophique. Peu importe Covid ou pas Covid, c'est toujours catastrophique. Donc, bah, à un moment donné, il faut avoir le discernement de dire: «Je ne regarde plus, parce que ça me fait du mal». Et puis deuxièmement, il faut lâcher prise, se dire: «Mais bon, OK, le monde va peut-être mal, il se passe peut-être des tas de choses, mais moi là, je suis chez moi, je suis avec Laetitia Shangri-La, je suis en train de faire une conférence et là où je suis, tout est calme et tout va bien». Ça, c'est important. Je sais bien que ce que je dis, les gens me disent: «Mais oui, mais c'est pas évident. C'est pas évident de faire ça». Mais pourtant, c'est bien le chemin de la conscience éveillée. C'est bien justement dans cette crise qu'on a l'opportunité de se tester. La crise nous teste. Donc à partir du moment où on le sait, il faut observer, s'observer et se dire: «Mais là, j'en suis où là? Il est où mon curseur? Il est où mon curseur par rapport à tout ça?» La crise est un test qui nous permet de sortir ou en tout cas de comprendre comment fonctionne notre ego. Et c'est important de faire cet effort de, de pouvoir, travailler sur soi. Parce que, dans la conscience éveillée, ce que j'explique, c'est que le fameux yin et yang, heu en fait, qui nécessite d'être en équilibre, hein, entre sa partie, consciente et sa partie inconsciente. Ben finalement, quand on est en période de crise, c'est comme si on tendait un élastique et qu'il est et là, l'élastique est tellement tendu que, beh, il va falloir faire un effort extrêmement important pour revenir à l'équilibre. Par contre, c'est extrêmement important. Donc non seulement la vie nous teste, mais en plus, elle va observer la manière dont on va se sortir de ça. Et là, je trouve ça extrêmement important. Comment on va se sortir en sagesse de ça? Parce que la conscience éveillée, l'éveil de conscience, c'est un chemin de sagesse. Donc, être dans des luttes, ça n'est pas un chemin de sagesse. Alors, c'est pas forcément simple, mais en tout cas, on a toutes les clés pour y arriver. Parce que quand on est en plein milieu de la crise, c'est à ce moment-là que nos propres démons, hein, de l'ego sortent. Donc, c'est vraiment à ce moment-là
qu'on peut se dire, bah tiens, je vais peut-être en profiter pour aller faire un travail chez quelqu'un parce que justement là, je vois bien qu'il se passe quelque chose en moi, là, il y a des résonances qui sont extrêmement lourdes et complexes. Donc, il faut en profiter. Il faut en profiter et se dire, bah là, je vais aller travailler sur toutes mes blessures, je vais aller épurer tout ça et je vais aller relâcher un peu. Et comme ça, je vais pouvoir observer, prendre du discernement, me dire, bah finalement, cette crise, elle est là, mais en fait, autour de moi, tout va bien. Finalement, j'ai pas besoin de l'accord des autres pour penser certaines choses. J'ai pas besoin de me justifier, j'ai pas besoin de reconnaissance. Je suis là, je fais ce que je veux, j'accepte que les gens fassent ce qu'ils veulent et peu importe, ce n'est pas grave. Donc voilà. Après, dans la sagesse, la dernière étape, évidemment, une fois qu'on a bien compris qui on était, c'est arriver vers la compassion. Et la compassion, c'est justement comprendre l'autre dans ses pensées différentes des nôtres. Et c'est là qu'en ce moment, je vois des tas de boomerangs d'informations qui passent et je me dis, mais pour l'instant, la compassion, on n'y est pas forcément en fait. Soyons dans la compassion de l'autre. On n'est pas obligé de lutter. L'autre fait ce qu'il veut. Essayons de comprendre le cheminement de l'autre. Essayons de comprendre la manière dont lui raisonne et en tout cas, respectons ça. Ça, pour moi, c'était vraiment important de le dire parce que j'ai eu des peurs, comme tout le monde, hein, pendant ce Covid, pour mes enfants, pour mes parents, pour voilà. Et j'ai travaillé dessus, beaucoup, énormément. Et c'est parce qu'à partir du moment où il y a des peurs, il y a des blessures, il faut aller les chercher, il faut aller les comprendre. Et je crois que tout le monde a ce chemin à faire et que tout le monde doit comment faire cet effort d'arriver à ce stade de la compassion, du respect de l'autre, du non-jugement de l'autre. Et c'est un peu mon message, hein. C'est-à-dire que quand on arrive à toucher du doigt cette sensation, on est libre. Peu importe le chemin, peu importe la difficulté, peu importe ce qu'il se passe, on est libre. Et d'ailleurs, quand on regarde dans les anciennes civilisations, les chemins de Jésus, les chemins de Bouddha, ce sont des gens qui étaient libres intérieurement. Je dirais, peu importe la souffrance qu'ils ont eue, ils étaient libres intérieurement. Ça n'était pas une souffrance pour eux. Et c'est ça qui est important, c'est que la vraie liberté, elle est à l'intérieur de soi. Et que finalement, certains peuvent être dans une souffrance extrêmement forte, mais ils seront heureux. En tout cas, nous, on pourra les regarder en se disant qu'ils sont dans une souffrance extrêmement forte, parce que pour nous, c'est encore nos croyances limitantes qui changent nos valeurs, mais eux seront heureux. Ce qui fait qu'on n'est pas heureux, c'est tout ce qu'il y a autour de nous, sur lequel on s'y accroche comme des murs. Hein. Donc voilà, donc, mon explication là, c'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment que la crise nous donne cette opportunité de savoir, de se poser la question: «Qui je suis?» Parce que la crise aussi, elle nous pousse, pour certains qui malheureusement ont eu des difficultés avec des restaurants fermés et cetera, ou même dans certains emplois. Moi, j'ai vu des amis qui ont dit: «Ah bah, moi, j'étais dans une grande entreprise, bah, terminé. J'ai posé ma démission et je pars dans le Larzac et je vais, élever des chèvres». Bah, parfait, c'est super. Allons faire cette expérience. Enfin, je veux dire, voilà, la crise peut être une opportunité de se trouver. Parce que l'être humain, faut être honnête, hein, on est dans une société qui nous a poussés à travailler, je sais pas, dans l'informatique, dans plein de choses comme ça. Mais est-ce que c'est vraiment ça pour tout le monde? Pas forcément. La crise nous donne cette opportunité de nous dire qui je suis, qu'est-ce que je veux vivre, où je veux vivre, comment je veux vivre. Et là, c'est faire le choix de soi. Ne pas être dans la lutte au changement, mais être dans l'acceptation du changement. Et d'ailleurs, alors, il y a
je ne sais pas si vous connaissez les étapes du changement, hein, la courbe de deuil, hein. C'est bon, il y a le choc, hein. Bon, hop, on se retrouve avec le Covid. C'est un choc. Alors au début, les gens disent: «Ah ben non, mais c'est pas possible, ça va s'arrêter, puis bon, ça va aller» et puis finalement, ça s'arrête pas, donc ils se retrouvent à l'arrêt, donc là, il y a les colères qui commencent à monter. Les colères, les disputes, là, on est vraiment dans l'ego, hein, on est vraiment dans l'ego. Donc là, on est dans une chute, hein, on est dans la chute, hein. Puis après, il y a la négociation. C'est bon, OK, alors je suis pas content, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Il va falloir que je négocie avec moi-même. Donc je vais trouver une solution et c'est là que c'est important. C'est au moment où on sort de cette colère. Donc on est en train de dire à son ego: «Bon OK, bon allez, sors de la colère, ça sert à rien. De toute façon, tu vas pas pouvoir changer le monde» parce que c'est l'ego qui dit: «Toi, tu vas pouvoir changer le monde». Mais c'est pas nous, petits êtres humains, qui allons changer le monde. Ah, ayons l'humilité de dire qu'on est juste des êtres humains et puis c'est tout, hein, on va pas changer le monde. Donc après on accepte. Donc on négocie, on dit: «Bon bah OK, d'accord, mais alors là, moi je veux bien, mais enfin bon, dans ces cas-là, moi c'est dans telle et telle condition». Donc il y a des négociations internes où, oui, moi je veux bien changer, mais je préférerais avoir ça. Puis bon, comme on voit qu'on ne peut pas avoir ça, ben, on change autrement. Et puis après, il y a une forme de dépression qui s'installe, c'est-à-dire, bah oui, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et puis à un moment donné, on accepte. On accepte que le chemin, c'est celui-là. Et quand on accepte que le chemin, c'est celui-là, alors on va expérimenter à nouveau. On va ne plus subir la vie, mais la vivre pleinement. On va la vivre. Et là, ça devient vraiment un chemin de conscience, c'est-à-dire on n'est plus inconscient des choses, on est conscient que là, ben, on est dans ce monde, allez, ok, on va vivre ce monde. Et là ça devient merveilleux parce que du coup, on intègre les choses, on prend ses propres décisions sur son propre chemin, c'est-à-dire, ben moi, finalement, je vais aller élever des chèvres dans le Larzac. C'est mon chemin de vie, c'est ma mission, c'est comme ça que je veux faire. Donc là, ben, hop, on va aller expérimenter, prendre des décisions et intégrer ce changement. Intégrer vraiment ce changement comme quelque chose de positif. Ce que je veux dire par là, c'est acceptons que ce Covid est là pour nous permettre d'évoluer et que c'est une réelle opportunité de changement. À partir du moment où on comprend que la lutte n'est pas nécessaire, que de toute façon c'est un cheminement par lequel on va devoir passer et que, au-delà de tout ce que l'on va une fois qu'on aura terminé d'être dans la colère, dans la rancœur, on va accepter et c'est là qu'on va s'éveiller en conscience, poursuivre notre chemin d'éveil. Je trouve que c'est important aujourd'hui dans ce monde, heu, pas il y a des confrontations, bon, bah, il y en a toujours dans le monde, mais c'est important pour soi de trouver son propre éveil et son propre chemin. Bon, et ben, écoute, voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Bah, écoute, c'est parfait. En tout cas, je te remercie. Tu clôtures assez bien le festival du solstice puisqu'on était bien sur le thème, quels sont les effets de votre mental sur votre corps et Mmh. vraiment, tous les intervenants se sont assez bien complétés donc ce festival est très complet finalement. Je suis très contente et très heureuse et beh, merci Ah, d'avoir accepté cette invitation et d'avoir participé au festival et ben, et écoute, avec donc plaisir. je te dis, merci et à très bientôt et merci à tout le monde. Voilà et Ouais. on clôture cette, 2e édition. Merci, à bientôt tout le OK. monde. Mer